Je vous propose qu'on commence. Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire organisé par le Handipact en Auvergne-Rhône-Alpes et consacré aux troubles du neurodéveloppement. Pour information, ce webinaire est enregistré, un replay sera disponible dans les prochains jours sur le site du FIP. Pour plus de fluidité, vos micros, caméras sont coupés, donc merci de ne pas les réactiver. Vous voyez, on a vite des interférences. Vous aurez bien sûr l'occasion de poser toutes vos questions à notre intervenante, en utilisant la rubrique conversation que vous retrouvez en haut de votre écran. C'est Isabelle Grégoire, ici présente, qui va être chargée de compiler toutes vos questions et de les poser à 2 reprises au cours de ce webinaire à notre intervenante. Donc, concernant justement les questions, nos activités, nos actions Handipact, vous le savez, sont plutôt tournées vers l'emploi. Donc, nous répondrons prioritairement aux questions d'ordre technique, médico-technique ou relevant des neurosciences, si je puis dire, ainsi qu'aux questions relatives à l'emploi, à la compensation et éventuellement au financement des moyens de compensation. Donc, nous ne pourrons pas prendre les questions d'ordre personnel qui seraient relatives, par exemple, à des diagnostics. Et enfin, toute dernière information avant de débuter, nous vous avions annoncé Fanny Dénommé comme intervenante. Pour des raisons médicales, ce ne sera pas Madame Dénommé qui interviendra, mais sa consoeur, donc Mathilde Régnier, que l'on remercie, qui est neuropsychologue également. Et bien évidemment, le contenu, le programme de ce webinaire reste inchangé. Donc je laisse tout de suite la parole à Guillaume Bonneville pour nous dire un mot d'introduction sur ce webinaire. Merci Amandine. Je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux à ce webinaire sur le thème des troubles du neurodéveloppement, les TND. On sait qu'aujourd'hui, une personne sur six est concernée par les TND. L'autisme représente 1 à 2% de la population. Les troubles 10 représentent, eux, 8% de la population. Les TND sont invisibles, ils sont souvent mal diagnostiqués et les TND sont en constante augmentation dans le monde et aussi en France. Nous avons comme l'a dit Amandine, aujourd'hui la chance d'accueillir Madame Régnier, qui est neuropsychologue et qui apportera un éclairage sous un angle médico-technique. Elle pourra répondre à vos questions. Voilà, je tiens à remercier le Handipact pour l'organisation de cette manifestation. Et aussi, je suis ravi d'accueillir l'AGFIP à ce webinaire. Aux dernières nouvelles, il y avait 35 référents handicap du secteur privé qui étaient présents. Je suis ravi d'accueillir la GFIP car on partage les mêmes objectifs, s'assurer que les personnes concernées par les TND puissent bénéficier d'un bon accompagnement dans le cadre professionnel. Je vais laisser la parole à Nicole Saunier de la GFIP pour compléter et dire quelques mots. Merci beaucoup Guillaume, bonjour à tous. D'abord un grand merci pour l'organisation et l'initiative de ce webinaire dont le sujet est passionnant et la preuve en est quand je vois le nombre de personnes participantes. Un grand merci aussi de permettre à nos référents handicap du réseau AGFIP d'assister et de monter en compétence sur ce sujet effectivement un peu méconnu, en tout cas qui questionne énormément. Donc un grand merci pour vraiment d'avoir ouvert ce webinaire à nos référents handicap. C'est très gentil et j'ai hâte. Je me tais et je laisse la parole aux spécialistes. Alors, je vais juste, avant de laisser vraiment la place à Mathilde Régnier, intervenante, je profite d'avoir un tout petit temps de parole pour faire la promotion de notre première rencontre qui sera dédiée à la santé mentale. Donc, une rencontre qui aura lieu le 19 juin à Lyon, à Écully plus précisément, donc proche de Lyon. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite vraiment à le faire rapidement. Nous avons concocté un programme qui s'annonce riche, avec entre autres 2 temps de conférence. Une première avec un psychiatre du centre hospitalier du Vinatier qui interviendra sur la santé mentale et l'emploi, et puis un deuxième temps de conférence sur le sujet de la pérédance. Donc vous recevrez entre aujourd'hui et demain un flash info et vous aurez évidemment tous les détails ainsi que le lien d'inscription. Donc vraiment, venez participer à cette grande rencontre. Je m'arrête là et je laisse enfin la parole à notre intervenante Mathilde Régnier.
Votre micro Voilà, n'est c'est pas tout bon. réactivé, je pense. Si, Voilà. si, c'est tout bon. J'ai activé le micro, excusez-moi. Et je voulais juste enlever le son des notifications. On va voir comment c'est. Vous me direz s'il y a le son des notifications qui apparaît. Voilà, c'est tout bon. Pardon, j'ai résolu ce souci-là. Bonjour, donc effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est de parler des troubles neurodéveloppementaux et de faire le lien avec l'emploi. On a 1h30, donc c'est vrai que c'est un thème où on pourrait en parler pendant des heures, des jours. Donc forcément, il va y avoir des simplifications. Je vais passer vite sur certaines choses. Ça ne peut pas être exhaustif. Donc j'ai fait des choix. Et puis n'hésitez pas dans les questions, quand il y aura ces temps de questions, s'il y a besoin. Donc, quel va être le déroulé? Donc, c'est déjà de se poser la question de, quand on parle de neurodéveloppement, de quoi il s'agit. Ensuite, on évoquera, voilà, du coup, quels sont que veut dire trouble du neurodéveloppement et quels sont les principaux troubles du neurodéveloppement et par rapport à l'emploi, quelles peuvent être les adaptations, les compensations pour les adultes qui vont présenter un trouble du neurodéveloppement. Donc, je parlerai principalement là de la question des adultes, parce que en lien avec l'emploi, mais on reverra qu'un trouble du neurodéveloppement, c'est depuis l'enfance, parce que ça a à voir avec le développement cérébral. Tout d'abord, qu'est-ce que le neurodéveloppement? Excusez-moi, Mathilde, est-ce que vous pouvez prendre la main? Vous pouvez prendre la main sur le support, hein, si... Oui, du coup, c'est ce que je fais parce que ça passe pas. Non. Je vais passer. Parce que moi, sur mon écran, ça passe. Ouais, je suis désolée. C'est bon. C'est bon, Mathilde, ça passe. C'est bon, c'est bon. Contre, j'ai pas le mode présentateur comme... Et là, zut. Vous avez fermé. Je pense que j'ai fermé. Je voulais fermer la grille. Excusez-moi pour ces soucis techniques. C'est pas grave. Mathilde, je repartage et je prends la main et je fais passer, on se fait un petit code, d'accord? Allez, on fait comme ça. Allez, on va. La page, si vous voulez. Inquiétez pas. Et si vous pouviez mettre le mode présentateur, ce serait bien, mais sinon, c'est pas grave. On va faire comme tout à l'heure, pas de souci. C'est bon, Mathilde, hein, j'ai lancé. Ok, très bien, merci. Donc, qu'est-ce que le neurodéveloppement? C'est l'ensemble des mécanismes qui vont guider la façon dont le cerveau se développe et qui orchestre et organise les fonctions cérébrales. Je vous laisse passer. Donc, c'est vraiment un processus dynamique qui va être influencé par de multiples facteurs, dont des facteurs biologiques, des facteurs génétiques, des facteurs socioculturels et environnementaux et affectifs. Et c'est important d'avoir ça en tête. Sur ces différents facteurs, parce que c'est un processus qui va débuter avant la naissance et qui va pouvoir se poursuivre jusqu'à l'âge adulte et qui modifie progressivement les capacités de l'enfant de manière plus ou moins rapide selon les personnes, mais en suivant des étapes incontournables qui vont s'enchaîner dans le cadre du développement
normale, de manière fluide. On sait qu'un enfant, la marche, elle s'acquiert autour de l'âge d'1 an, que la parole vient après. Enfin, il y a d'un point de vue biologique, des différentes étapes qui s'enchaînent de manière assez fluide. Je vous laisse passer à la diapo suivante. Quand il va y avoir une perturbation de ces processus, ça va conduire à un trouble du neurodéveloppement. Donc, c'est vraiment pendant cette période de développement, de maturation cérébrale, on va dire, ça va conduire à un trouble du neurodéveloppement qui correspond à des difficultés plus ou moins grandes en fonction comment dire, les difficultés plus ou moins grandes dans une ou plusieurs fonctions cérébrales. On va le formuler comme ça. Du coup, c'est vraiment des troubles qui sont d'origine neurobiologique, c'est-à-dire qu'ils résultent d'un développement atypique du système nerveux. Donc, des perturbations pendant cette période conduisent aux troubles neurodéveloppementaux. Du coup, qu'est-ce qu'on appelle troubles neurodéveloppementaux? Ce sont un ensemble de troubles qui apparaissent durant la période du développement, généralement dès la petite enfance, et qui affectent le fonctionnement du cerveau. Et ils vont se manifester, ces troubles neurodéveloppementaux, par des difficultés dans plusieurs domaines, aussi bien le langage et la communication, les capacités motrices, l'attention, la concentration, les interactions sociales, les apprentissages, etc., en fonction de, de l'atteinte neurodéveloppementale qui se fait. Et on va avoir une très grande, c'est un peu comme un continuum en termes de sévérité. On peut avoir juste simplement des limitations très spécifiques des apprentissages et du contrôle des fonctions exécutives. Et ça peut aller jusqu'à une altération globale des compétences sociales ou de l'intelligence. Donc, cette gamme des dysfonctionnements neurodéveloppementaux est assez variable. Donc là, ce que je vous ai remis, c'est une image qui est issue du site de l'ANPEP, qui est une association sur la précocité intellectuelle. Donc c'est pas moi qui l'ai faite, cette image-là, et qui reprend les différents troubles neurodéveloppementaux d'après le DSM-5. Le DSM-5, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Et là, cette image représente l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux qu'on peut retrouver. On ne va pas tous les aborder dans le détail parce que j'ai choisi pour l'instant, pour cette présentation aujourd'hui, de ne pas forcément aborder la question de la déficience intellectuelle. Du coup, à voir si vous avez des questions là-dessus. Mais alors, a priori, je vous laisse gérer, il y a des personnes qui n'ont pas l'image. Je vous laisse passer, Isabelle. Le diagnostic des troubles neurodéveloppementaux à l'âge adulte, il est un petit peu... En général, il va se faire pendant l'enfance. Mais il y a effectivement des difficultés, des diagnostics qui font que parfois, pour certaines personnes, on passe à côté de ce diagnostic, comme le disait tout à l'heure M. Bonneville, et c'est un diagnostic qui va se faire de manière un peu tardive à l'âge adulte et qui n'est pas toujours aisé. Et quand les personnes viennent me consulter pour un diagnostic à l'âge adulte, je voulais quand même évoquer avec vous comment on fait. Les questions qu'on va se poser, c'est quels sont les symptômes déjà? Est-ce que les symptômes que la personne présente peuvent rentrer dans les symptômes qu'on va retrouver dans les troubles neurodéveloppementaux? Quelle est la temporalité? Depuis quand? La question de depuis quand, elle est importante parce que, comme je vous le disais, les troubles neurodéveloppementaux, c'est en lien avec le développement du cerveau. Donc, la temporalité, c'est que on l'a depuis l'enfance. On n'a pas un trouble neurodéveloppemental qui apparaît à l'âge adulte. On l'a depuis l'enfance. Par contre, on peut peut-être être passé à côté d'un diagnostic
pour plein de raisons, parce qu'il y a des compensations qui ont été mises en place, que ce soit dans l'environnement, par la personne elle-même. Et je vous laisse, voilà, merci. Je ne sais pas qui Oui, touche le excusez-moi. Il y a certains d'entre vous qui ont accès au PowerPoint, ce que je ne comprends pas. Donc, s'il vous plaît, ne pas toucher le PowerPoint. Et je vais le repartager. Ouais. Et Mathilde, vous pouvez vous mettre en co-présentatrice, comme ça, on n'aura plus peut-être ce genre de soucis. Donc, merci de ne pas essayer de faire défiler les diapos. Ensuite, on va se poser la question, je continue un petit peu comme ça pendant qu'on a les diapos. Dans cette question diagnostic à l'âge adulte, on se pose toujours la question du retentissement dans la vie quotidienne. Et c'est le cas aussi pour un diagnostic. Hein. Si ça ne pose pas de problème dans la vie quotidienne, y a pas en général, c'est une question à se poser quand on fait un diagnostic. Et puis, ce qui rend extrêmement compliqué le diagnostic à l'âge adulte, c'est est-ce que les symptômes peuvent être mieux expliqués par un autre diagnostic? Et donc, c'est vraiment une enquête qui se fait. Et c'est pas évident, cette enquête. Et les tests psychométriques qu'on peut utiliser en neuropsychologie ne sont pas suffisants pour faire un diagnostic. Le diagnostic est avant tout clinique dans les troubles neurodéveloppementaux. Les tests psychométriques peuvent aider, mais ce ne sont pas les tests psychométriques qui vont nous dire si oui ou non il y a un diagnostic. Mais gardez en tête la question de la temporalité. Donc si je navigue vers l'avant, c'est bon, ça change aussi de votre côté, Isabelle? Non. Ça a changé chez vous? Ça a changé chez moi, oui. Ouais, bon, on continue comme ça. Et donc, ça a changé aussi chez tout le monde? Oui. Ok. Simplement, ce que j'ai oublié de dire, c'est, voilà, c'est important, on va chercher aussi les compensations qui ont été mises en place, c'est-à-dire parfois des personnes qui peuvent devenir très méticuleuses pour pallier aux oublis, qui vont mettre en place des vérifications excessives, qui vont avoir une forme de perfectionnisme pour aller vraiment au bout des choses, s'entourer de personnes à qui on délègue, canaliser l'énergie à travers le sport. Enfin, c'est toutes ces compensations. Quand je parle de compensation, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est mis en place par la personne. Par exemple, aussi la suractivité, toujours faire quelque chose. La consommation excessive d'alcool, d'eau toxique sont autant d'indices qui peuvent nous aider aussi dans ce diagnostic. On va évoquer rapidement quand je dis on va évoquer les principaux troubles neurodéveloppementaux qu'on retrouve. Je vais faire assez brièvement en ce qui concerne les troubles moteurs, les troubles de la communication et les troubles spécifiques des apprentissages. On passera un peu plus de temps sur TDAH et TSA, non pas parce que c'est moins important, loin de moi cette idée de dire ça, mais parce que peut-être en termes de persistance à l'âge adulte, ce n'est pas ce qui est ce qui persiste le plus. Donc, parmi les personnes que vous allez rencontrer, peut-être que ce ne sont pas des personnes qui vont présenter ce type de trouble. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. D'accord ? Je vous ai simplement remis là sur ce tableau ce qu'on va retrouver donc, dans ce fameux manuel diagnostique qui est international. Quelles sont les caractéristiques principales des différents troubles moteurs qu'on retrouve, et puis l'évolution, la prévalence, c'est le pourcentage dans la population, et l'évolution à l'âge adulte. Donc, brièvement, moi, je vais relire ce qui est noté. Donc, trouble développemental de la coordination, dans les caractéristiques principales, on va retrouver des difficultés à coordonner les gestes volontaires, maladresse, lenteur, fatigue, impact sur les activités quotidiennes. Et ça représente à peu près 5 à 6% des enfants. Et à l'âge adulte, persistance fréquente, les difficultés motrices restent présentes, mais compensées en partie. Et on verra, et c'est pour ça que je ne vais pas forcément évoquer plus ces troubles moteurs, parce que la plupart du temps, à l'âge adulte, il y a une compensation. Donc, ce n'est pas forcément ces personnes-là qui vont se retrouver en difficulté. Ce qui va être compliqué, c'est quand ces troubles moteurs vont être associés à d'autres
diagnostique. On va le retrouver, on peut retrouver ces troubles moteurs dans le TDAH, on peut le retrouver dans le TSA, notamment les stéréotypies motrices. Donc, je passe cette diapositive-là. Concernant les troubles spécifiques des apprentissages, donc, le trouble spécifique des apprentissages, c'est un trouble neurodéveloppemental d'origine biologique qui va entraîner des anomalies cognitives associées à des symptômes comportementaux du trouble. L'origine biologique comprend une interaction de facteurs génétiques, épigénétiques et environnementaux qui affectent la capacité du cerveau à percevoir et à traiter les informations verbales et non verbales de manière précise et efficace. Et une des caractéristiques essentielles du trouble spécifique des apprentissages, c'est la difficulté persistante à apprendre des compétences scolaires ou universitaires fondamentales. Les compétences scolaires ou universitaires clés incluent la lecture correcte et fluide de mots isolés, la compréhension de la lecture, donc c'est ce qu'on va retrouver quand la personne va présenter une dyslexie. Alors maintenant, on parle de troubles spécifiques des apprentissages avec un impact au niveau d'un trouble de lecture. On va retrouver ça au niveau de l'expression écrite et l'orthographe et le calcul, notamment. Et de la même manière que je vous le disais pour les troubles moteurs, c'est pareil. À l'âge adulte, la plupart du temps, les personnes arrivent à assez bien compenser. Donc, on retrouve la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et des troubles mixtes. Ce qu'on sait, c'est que ces troubles spécifiques des apprentissages, on peut l'avoir de manière concomitante avec un TDAH, avec un TSA, ou plusieurs, effectivement, on peut avoir plusieurs troubles 10, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Ces différents troubles 10 qu'on observe là, c'était plutôt une nomenclature de la version précédente du DSM, où maintenant la manière de dire les choses a un petit peu changé. Dans ces conséquences fonctionnelles, de qu'est-ce que ça, quels impacts vont avoir, ils peuvent avoir des conséquences fonctionnelles négatives au cours de la vie entière, mais avec quand même une bonne compensation à l'âge adulte, la plupart des cas. Donc, ça va entraîner notamment des résultats scolaires ou universitaires moins bons, des taux supérieurs de décrochage scolaire au lycée, un accès plus rare à l'enseignement supérieur, des niveaux élevés de détresse psychologique et une santé mentale globalement plus mauvaise, des taux plus élevés de chômage et d'emploi précaire et des revenus plus faibles. Le décrochage scolaire, on peut observer effectivement ce taux supérieur de décrochage scolaire. Et ce que j'ai pu observer moi dans ma clinique, c'est que finalement, les personnes qui présentent des troubles spécifiques des apprentissages, souvent ce que j'observe, c'est un manque de confiance en eux, un impact sur la confiance et l'estime de soi. Pour ce qui est des troubles de la communication, donc il existe différents troubles de la communication, qui peuvent persister à l'âge adulte, mais qui sont relativement bien compensés. À l'âge adulte, qu'est-ce que ça peut donner? Notamment, je pense à la dysphasie, donc anciennement ce qu'on appelait la dysphasie, donc un trouble du langage ou trouble de la communication sociale. Ça peut donner des difficultés à organiser le discours, ça peut donner des difficultés à... Ce qui fait que les personnes en face, on a du mal à suivre le fil de ce que la personne dit, et il peut être aussi parfois compliqué de rester sur le même sujet. Enfin, ça peut persister à l'âge adulte. Et notamment, on va le retrouver en comorbidité associé à d'autres diagnostics. J'ai fait assez bref sur ces trois grands types-là de TND. Déjà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant que j'aborde la suite? Alors, on a une question sur est-ce que le bégaiement fait partie des troubles de la communication? Oui. Oui, c'est ce qu'on appelle le trouble de la fluidité.
Donc, effectivement, le bégaiement fait partie des troubles de la communication qui peuvent persister à l'âge adulte. La plupart du temps, il y a quand même, voilà, c'est 0,5 à 1% des adultes, surtout s'il débute tardivement ou s'il est sévère, et ça peut être fluctuant. Et c'est souvent en lien aussi avec une forme, voilà, plus l'anxiété est importante, plus peut-être ce trouble de la fluidité va être important à certains moments. Après, pas d'autres questions, plutôt une remarque sur la compensation mise en place par la personne peut induire de la fatigabilité qui a des répercussions sur ses capacités de travail globales. Bien sûr, alors ça, on va en reparler bien sûr plus longuement. Je suis passée brièvement dessus quand j'expliquais autour de la question du diagnostic, mais bien sûr que toutes les compensations, on le verra, sont une source d'épuisement et on va en reparler plus longuement très vite. Et une autre question, est-ce que beaucoup de situations par rapport au TND sont diagnostiquées à l'âge adulte? J'ai pas en tête le pourcentage de diagnostic à l'âge adulte et pendant l'enfance, mais oui, il y a quand même, enfin, on a beaucoup d'adultes pour lesquels il n'y a pas eu de diagnostic pendant l'enfance et qui va se faire à l'âge adulte. Je poursuis un petit peu comme ça. On aura juste une dernière question. Comment sont diagnostiqués les troubles moteurs à l'âge adulte? Et après, on peut passer. Très souvent, ça peut passer par des bilans ergothérapeutiques et psychomotriciens, mais globalement, quand même, à l'âge adulte, les troubles moteurs, on passe pas tellement à côté pendant l'enfance. C'est pas sur ces diagnostics-là où peut-être les personnes n'auront pas eu un diagnostic. Bien souvent, ils sont diagnostiqués pendant l'enfance et ils peuvent persister à l'âge adulte avec, en général, les personnes qui arrivent à bien compenser à l'âge adulte. La plupart du temps, les diagnostics pour les troubles moteurs sont faits pendant l'enfance et si ce n'est pas le cas, plutôt ergo et psychomotricien. Je passe. Je continue par rapport au TDAH, où je vais passer plus de temps que là à la présentation. Donc, par rapport aux troubles, j'ai vu passer la question par rapport aux troubles du langage, comment c'est diagnostiqué. C'est pareil, les troubles du langage, donc ce n'est pas la VAES. Je vous expliquerai ce que c'est la VAES, je l'ai vu passer dans la question. Pour les troubles du langage, donc tout ce qui est notamment dyslexie, des troubles de la communication, ce sera plutôt l'orthophoniste qui fera ces diagnostics-là. Et c'est pareil, la plupart du temps, on ne passe pas à côté, c'est des diagnostics qui sont déjà faits depuis l'enfance. Donc, quand on parle de TDAH, qui veut dire trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, de quoi on parle? Ce que je vous ai remis là, ce sont les critères, les symptômes, les critères qu'on va retrouver dans le DSM-5, où on va retrouver deux grands types de critères. Les critères d'inattention et les critères d'hyperactivité, impulsivité. Donc, dans les critères d'inattention, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des difficultés pour prêter attention aux détails, des erreurs d'étourderie, des difficultés à soutenir son attention dans une activité, des personnes qui ne semblent ne pas écouter, qui ne se conforment pas aux consignes, des difficultés à mener une tâche à terme, du mal à organiser ses travaux ou activités, des personnes qui vont éviter ou qui vont avoir en aversion ou faire à contre-cœur les tâches qui vont nécessiter un effort mental soutenu, puisqu'il va donner lieu à souvent ce qu'on appelle de la procrastination, c'est-à-dire remettre à plus tard, des pertes fréquentes d'objets, des oublis fréquents dans la vie quotidienne. C'est des personnes qui refont leur carte bancaire très, très, très régulièrement, qui perdent leur téléphone, leurs clés, qui vont se laisser distraire par des stimuli externes. Donc là, on a plutôt les symptômes d'attention. Les critères d'hyperactivité, impulsivité, de quelle manière ça se manifeste? C'est des personnes qui vont remuer souvent les mains, les pieds, se lever, avoir une forme d'impatience motrice, tapoter les doigts, les pieds, des difficultés pour se tenir tranquille pendant un temps prolongé, des personnes qui vont souvent parler trop, des difficultés à attendre son tour, à attendre son tour de conversation, son tour dans une file, un flux ininterrompu de pensées auxquelles il faut répondre le plus vite et des personnes qui peuvent souvent interrompre les autres. On va observer des manifestations différentes à l'âge adulte, où
ces symptômes d'hyperactivité chez les enfants, on voit, hein, c'est des enfants qui bougent beaucoup, qui brassent dans tous les sens. À l'âge adulte, on ne retrouve pas forcément cette forme d'impulsivité-là, mais ça peut être des personnes qui, pour elles, 1 minute va sembler 1 heure. Elles ont besoin de rester constamment en mouvement, ceux qui vont se tortiller sur la chaise, qui vont plutôt sortir le téléphone pour jouer ou aller sur Internet pendant une réunion ou faire semblant de travailler sur un ordinateur pour s'occuper, hein. Trouver des excuses pour sortir d'une salle et ça peut se manifester de cette manière-là. Je voulais vous faire un focus sur les capacités attentionnelles pour comprendre un petit peu plus de quoi on parle quand on parle de l'attention. Je vous ai mis l'image d'une lampe torche. C'est un peu comme si, au niveau attentionnel, c'est quand on se concentre sur quelque chose, c'est un peu comme si on allume une lampe torche. C'est-à-dire que la vigilance, la mise en alerte, ce qu'on appelle la mise en alerte, c'est quand on arrive à mettre son attention, à être éveillé, hein. C'est quand on allume cette lampe torche de manière active, c'est le bouton. Et dans le TDAH, ce qu'on va retrouver, c'est des personnes qui sont pas assez éveillées ou trop agitées. Au niveau de ce bouton, c'est pas si simple. Et après, quand on a besoin de se concentrer sur quelque chose, dans cette lampe torche, c'est ce faisceau lumineux, c'est là où on va mettre son attention. C'est ce qu'on appelle l'attention sélective. Donc, on dirige sa lampe torche sur ce qu'on veut voir. Et dans le TDAH, c'est parfois compliqué de diriger son attention sur ce qu'on veut voir parce qu'il y a aussi ce mécanisme de faire qu'on laisse de côté ce qui pourrait venir distraire à côté. Donc, c'est à la fois, on maintient ce faisceau lumineux sur ce qu'on veut voir sans se laisser distraire par les autres distracteurs. Et dans le TDAH, ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que y a cette distraction, on a du mal à laisser de côté ces distracteurs à côté. Donc, c'est un peu comme si avec la lampe torche, on passait, on la faisait bouger, quoi. Le faisceau lumineux, il n'arrive pas à être fixe. Et ce qu'on va appeler attention divisée, c'est quand on va ouvrir ce faisceau lumineux plus largement. C'est-à-dire que ça, c'est pas si simple aussi dans le TDAH. Il va y avoir soit une hyper-focalisation de la personne, un manque de vision de l'ensemble et des difficultés à changer de cible. Et à la fois, parfois, cette distractibilité importante où la personne n'arrive pas à fixer son attention à son faisceau lumineux sur un objet. Et puis, une autre chose qu'on va retrouver au niveau attentionnel, donc ça, je vous parle du fonctionnement normal, on a en concurrence tous 2 systèmes d'orientation de l'attention. Un système d'orientation, on a besoin de ces 2 systèmes-là, d'orientation automatique de l'attention. Si je suis dans une pièce et puis que je suis en train d'écouter un webinaire et que d'un coup, il y a un bruit qui survient à côté de moi, automatiquement, je vais avoir mon attention qui va être dirigée vers ce bruit. Parce que s'il y a besoin d'y réagir, il faut que je puisse faire attention à ce bruit-là. Si ce bruit n'est pas pertinent, je vais revenir. Mais cette orientation automatique, c'est que s'il y a un bruit, je vais être dirigée vers ce bruit, c'est normal, pour que je puisse agir s'il devait y avoir un danger. Une fois que je vois que l'information n'est pas pertinente, on a l'orientation volontaire, c'est-à-dire que je décide volontairement de mettre mon attention sur ce sur quoi j'ai envie de me concentrer. Et en fait, on est constamment, dans le fonctionnement normal de l'attention, on a constamment ces allers-retours entre l'orientation automatique et l'orientation volontaire. Quelqu'un qui a un TDAH, il va avoir du mal avec ça. C'est-à-dire que quand il est dans l'orientation volontaire, c'est-à-dire concentré sur quelque chose, la personne, elle peut avoir du mal à se décoller. Donc, être hyper focalisée, puis avoir du mal à se décoller, et donc à faire ces allers-retours entre orientation automatique, orientation volontaire. Puis à l'inverse, une personne qui est concentrée sur quelque chose et qui, d'un coup, va avoir ses pensées, puis va laisser ses pensées vagabonder. Donc là, on est plutôt happé par les pensées, donc orientation automatique, et on va avoir du mal à se concentrer de nouveau. Donc, les personnes qui ont un TDAH, elles ont vraiment des difficultés avec cette flexibilité attentionnelle, plus qu'une personne qui n'a pas de TDAH. Donc, ils peuvent être à la fois
excessivement focalisé, mais aussi facilement distrait. Je vous fais un autre focus sur ce qu'on appelle les fonctions, les capacités exécutives. On entend beaucoup parler des capacités exécutives quand on parle des TND et on ne sait pas toujours de quoi il s'agit. C'est vraiment quand on doit faire face à... C'est tous les processus qu'on met en œuvre quand on se retrouve dans une situation nouvelle ou complexe. Quand on est dans une situation connue, en général, le plan d'action, on l'a en tête, puis on passe à l'action. Quand on est face à une situation nouvelle ou imprévue, ben, on n'a pas de plan d'action en tête parce qu'on n'a jamais été face à cette situation et c'est là que les fonctions, que ça passe par ces fonctions exécutives pour aller vers l'action. Et donc, ces fonctions exécutives, donc ça c'est un schéma que je prends et qui est issu du site internet Aspi Conseil, que je vous ai mis à la fin en ressources, où vous trouvez il y a plein de belles ressources sur internet, et notamment sur ce site Aspi Conseil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces fonctions exécutives? C'est quand on se retrouve face à une situation nouvelle ou complexe, c'est déjà de se dire, OK, quel est le problème? Initier la mise en application, comment je vais faire? C'est toutes ces fonctions qu'on va mettre en place pour planifier, organiser, passer d'un plan d'action à un autre. Si je reviens sur la diapo précédente, donc, situation connue, par exemple, mon trajet pour aller au travail. Je fais mon trajet, je le fais un peu en mode automatique, donc plus une situation est connue, familière, plus on le fait de manière automatique. Donc, comme on le fait de manière automatique, c'est moins sous-tendu par les processus attentionnels. Si, comme c'était le cas pour moi ce matin, j'avais une déviation, c'est-à-dire qu'il y avait des travaux sur ma route et en fait, la route que je prends habituellement, je ne peux pas la prendre. C'est là que, en fait, je ne vais plus être en mode automatique et c'est là que ça va passer par mes fonctions exécutives, c'est-à-dire, OK, je ne peux pas prendre la route habituelle, donc ça veut dire que est-ce que je peux penser à un autre chemin? Donc là, c'est la flexibilité. OK, ce chemin-là, je ne peux pas. Est-ce que je peux penser à un autre chemin? Cet autre chemin, si je le prends, est-ce que je vais arriver à l'heure? Si ça va me retarder, est-ce qu'il va falloir que j'appelle pour prévenir, etc., etc. Donc, ces fonctions exécutives, elles sont multiples et c'est tout ce qu'on va mettre en œuvre quand on doit faire face à une situation nouvelle, complexe, où il y a des différentes étapes à mettre en œuvre. Au niveau de l'épidémiologie du TDAH, donc, il y aurait à peu près 3 à 10% dans l'enfance. Donc, pourquoi 3 à 10%? Parce que ça dépend des études et dans la recherche. On sait qu'il persiste chez l'adulte dans 60 à 70% des cas. Et on sait que l'expression du trouble change à l'âge adulte. C'est ce qu'on voit sur le schéma, où à l'âge adulte, on a plutôt, pendant l'enfance, âge préscolaire et scolaire, on a plutôt des symptômes d'hyperactivité, impulsivité plus importants par rapport aux troubles attentionnels, et puis ça s'inverse après. Puis on voit que les comorbidités, donc les autres pathologies qu'on peut avoir de manière associée, augmentent aussi entre l'âge préscolaire et l'âge adulte. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'hyperactivité, impulsivité, ça diminue, mais surtout, ça peut prendre une autre forme. Sur une forme d'agitation interne, un trop-plein de pensées, etc. Et on peut avoir différents types de présentations où on va avoir une prédominance d'inattention dans 20 à 30% des cas des personnes qui présentent un TDAH, une prédominance juste hyperactivité, impulsivité, inférieure à 15%, et puis souvent c'est quand même un mode combiné, 50 à 75% des cas. Qu'est-ce que ça donne dans la vie quotidienne? Donc, je vous ai mis différentes bulles là. Par exemple, donc Fabien, 38 ans, agent administratif, lui, il va présenter des difficultés à gérer les priorités, des oublis fréquents de rendez-vous ou de tâches, une surcharge mentale rapide, une sensation de désorganisation constante, quelqu'un qui est très bavard, coupe souvent la parole sans s'en rendre compte, besoin de bouger, de se lever souvent de son poste. Je vous donne un autre exemple, Julie, 29 ans, technicienne en maintenance, donc
inattention aux détails, erreurs dans les rapports techniques, des difficultés à rester concentré sur les tâches longues ou répétitives, un hyperfocus sur certains projets avec oubli d'autres tâches, et une fatigue liée à l'effort constant pour tenir le cadre. Et on verra qu'effectivement, on retrouve souvent une fatigue importante des personnes qui ont un TDAH dans la vie quotidienne parce qu'ils doivent beaucoup, beaucoup compenser. Jeanne, 65 ans, magistrate à la retraite. Jeanne qui est toujours en retard, qui lui arrive de rater son train, son avion, qui a des retards de paiement, qui oublie ses affaires, perd ses objets, qui a des retards administratifs. Et c'est typiquement, Jeanne, le type de personne où on va passer à côté d'un diagnostic, parce qu'il y a eu plein de formes de compensation, et notamment des compensations extérieures, dans le métier de magistrat, où on a des assistants, des secrétaires, etc. Et bah là, et du coup, qui a pu faire son métier avec ces compensations-là. Et c'est maintenant, voilà, arrivé à la retraite, que bah, on se rend compte que probablement, il y avait un TDAH qui était présent. Quelles sont les conséquences? Au niveau psychiatrique, il y a des comorbidités. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comorbidité, hein? C'est d'autres troubles associés, dans 80% des cas. Donc, vous voyez que par rapport à quelqu'un qui ne présente pas, qui n'a pas de TDAH, que ce soit pour la dépression, le trouble anxieux, l'utilisation des substances ou le trouble bipolaire, ben, en fait, le pourcentage de comorbidité chez des personnes qui ont un TDAH est bien plus élevé. C'est ce qu'on voit sur le graphique ici, en rouge, où on va retrouver des comorbidités psychiatriques de manière plus fréquente chez les personnes qui ont un TDAH. Les conséquences au niveau social, je vous en ai mis juste quelques-unes là, parce qu'il y en a bien plus que ça, mais au niveau des études, 3 fois plus de risques d'échec à la fin du secondaire. Dans les emplois, ça peut être des changements fréquents d'emploi. Il y a plus de 50% de risques d'accident de la circulation. Dans la criminalité, il y a des études qui montrent que 25% des détenus ont un TDAH au niveau familial, plus de 75% de risques en plus de risques de divorce, et 2 à 3 fois plus de risques de décès, accident de la route, maladie cardiovasculaire, suicide, etc. Donc les conséquences, elles sont assez importantes par rapport au TDAH, et notamment ce qu'on retrouve, si je reviens sur cette diapo-là, c'est que c'est des personnes qui sont épuisées, qui arrivent souvent à l'âge de 40 ans. C'est des personnes que je vois, moi, qui arrivent dans mon cabinet et qui arrivent avec un épuisement. On parle de burn-out, mais parce que c'est des personnes qui ont un mode de fonctionnement qui fait que ils doivent compenser. Il y a cette agitation qui est toujours présente, ce besoin d'être toujours dans le mouvement, qui fait qu'arriver vers 30-40 ans, ben, c'est des personnes qui font un burn-out. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ce TDAH à balayer assez rapidement? Oui, alors on a une question. Y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes sur les conséquences et les troubles? Oui, il y a une différence. Si je reviens ici, on sait Alors, que... sur quelle diapo, Mathilde? Excusez-moi, je suis... Alors, sur la 31. Ok. Dans l'enfance, la manifestation, elle va souvent être différente en fonction du genre, effectivement. Les filles sont davantage inattentives et c'est souvent mis en compte, mis sur le compte de la timidité, et donc elles sont peut-être plus tardivement détectées. Et les garçons, plus sur un versant hyperactif, un peu dérangeant en classe. Ce qui explique certainement un peu le ratio qu'on peut retrouver entre les hommes et les femmes. Alors, je ne l'ai plus en tête, ce ratio-là, mais où il y aurait une TDAH plus important en termes de ratio chez les garçons dans l'enfance, mais probablement en lien avec le fait qu'on passe peut-être plus à côté d'un diagnostic chez les filles, parce qu'on va le mettre plus sur le compte de la timidité, par exemple. D'accord ?
On a une question sur les moyens matériels et outils au sein d'une entreprise qui pourraient aider ces personnes dans leur quotidien. Les moyens, on va bien sûr, on y revient à la fin, où on verra que j'ai plutôt préféré aborder les moyens pour l'ensemble des TND, parce qu'on va voir que ce n'est pas réservé au TDAH ou au TSA, parce qu'on va voir qu'il y a des choses qui vont se recouper. On reviendra sur les compensations. D'accord, ok. Et parce qu'il y a une question, on y reviendra peut-être sur, peut-il y avoir une interaction entre le TDAH avec les autres TND? Bien sûr, Mm. bien sûr. Déjà, ça peut être en comorbidité, et on va le voir aussi dans le cas du TSA. Et bien sûr qu'il y a des interactions. Et quelqu'un qui a un TDAH, ben, ça fait que c'est des personnes qui vont arriver moins bien à compenser leur autre TND. S'il y a un trouble spécifique des apprentissages associé à un TDAH, par exemple, ben, ce sera plus compliqué de développer des compensations pour ces personnes-là. Une question, les médecins du travail, oui, sont-ils sensibilisés à ces troubles? Peuvent-ils prescrire des aménagements? C'est compliqué de répondre à cette question parce que je ne connais pas tous les médecins du travail. Certains le sont, d'autres moins, et je pense qu'ils le sont de plus en plus. Donc, voilà, je ne peux pas répondre de manière vraiment… Et en tout cas, je sais que de plus en plus, c'est des diagnostics qui sont reconnus par la MDPH et à l'âge adulte où il y a des compensations possibles qui peuvent être reconnues par la MDPH. On avait alors une question tout à l'heure, à partir de quel âge peut-on diagnostiquer un TDAH? C'est pareil, c'est une réponse un petit peu compliquée parce qu'en fait, ce qu'on va observer dans les troubles neurodéveloppementaux, c'est l'écart par rapport à un développement normal. On a en tête, je vous parlais tout à l'heure de la marge du langage, mais c'est pareil au niveau des fonctions attentionnelles. Donc, déjà au niveau de la clinique, on va commencer à se poser la question quand on voit qu'il y a une différence par rapport au développement normal d'un enfant. Si on parle de diagnostic chez un neuropsychologue, enfin, en termes de bilan, en général, on attend le CP. On attend que l'enfant commence à apprendre à lire pour pouvoir faire un bilan. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déjà se poser des questions avant. A-t-il une autre question? C'est quoi la différence entre un TDAH et des troubles de l'attention liés à un TND, par exemple l'autisme? Le TDAH, c'est un diagnostic, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et on va retrouver des troubles de l'attention dans d'autres types de TND. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental, au même titre que le trouble du spectre de l'autisme dont on va parler là. Mais ce qu'on va voir, et c'est ce que je vais évoquer là maintenant, c'est que ces troubles, ils ne sont pas spécifiques à chaque TND. En fait, on va retrouver différentes manifestations qui vont être, je ne peux pas dire similaires, mais qu'on va retrouver des troubles attentionnels, on va en retrouver dans le trouble du spectre de l'autisme, on va en retrouver dans d'autres types de troubles. Donc, en fait, c'est pour ça que comment dire, c'est pas spécifique. Il y en a qui sont spécifiques à certains TND, mais ce n'est pas le cas de l'attention. Ça, on va le retrouver dans différents TND, que ce soit au sein du TDAH ou au sein du trouble du spectre de l'autisme, ce qu'on va donner comme acronyme TSA. On avait une question, alors après, avant de passer peut-être, la RQTH indiquera-t-elle les aménagements à mettre en place ou c'est un projet de vie comme pour les enfants? Je vais pas avoir la compétence pour répondre à cette question parce que c'est peut-être plus les collègues travailleurs sociaux qui sauraient le dire. Je ne voudrais pas dire de bêtises là-dessus. Moi, j'ose espérer que ça puisse l'être, mais je n'ai pas la compétence pour répondre là. Alors, une dernière question. Au tout début, vous avez expliqué que les TND sont d'origine biologique qui arrivent avant la naissance. Est-ce que ça veut dire que l'éducation, l'apprentissage à l'enfance a une forte influence? Quelle part Alors, entre la biologie et l'environnement? Alors, c'est peut-être que je suis passée vite sur cette diapo, mais c'est très important. Ce n'est pas uniquement d'origine biologique. Je reviens, je ne sais pas si je vais arriver à revenir au début rapidement. Gardons en tête que c'est vraiment
une interaction multifactorielle. C'est pas simplement, c'est des facteurs biologiques, certes, mais avec des facteurs génétiques, avec les facteurs socioculturels environnementaux et les facteurs affectifs. Et probablement aussi d'autres facteurs. Je vous ai juste remis les principaux, mais c'est un processus dynamique où l'ensemble de ces facteurs entrent en compte. Une dernière question, est-ce que le TDAH a un effet sur le TSA? On va en reparler là tout de suite. Ok, et ma bonne transition, merci. C'est ça. Donc, je retourne à mes diapos. Donc, qu'est-ce qu'on appelle donc TSA, trouble du spectre de l'autisme, pardon, avec une diade au niveau des critères. Ce qu'on va retrouver, c'est d'un côté des dysfonctionnements de la communication et des interactions sociales. Donc, par exemple, un déficit de la réciprocité sociale ou émotionnelle. Donc, par exemple, c'est des personnes qui, je vous donne des exemples, ça ne veut pas dire que c'est forcément ça, ne répond pas aux salutations ou aux sourires, réagit de façon froide ou distante dans les conversations, ou des difficultés à exprimer ou comprendre l'humour, l'ironie, le second degré. On va retrouver des déficits des comportements de communication non verbaux utilisés au cours des interactions sociales, par exemple un regard fuyant ou fixe, des expressions faciales peu expressives ou inappropriées, une gêne dans l'utilisation des gestes. On a également des difficultés dans le développement des relations, leur maintien et leur compréhension. Ça peut être des difficultés à se faire des amis, à lire les intentions des autres, à avoir des comportements considérés comme inadaptés socialement, par exemple interrompre la conversation, parler longuement de son centre d'intérêt au détriment d'autres sujets de conversation sans voir l'ennui chez l'autre, par exemple. Donc ça, c'est la première partie des symptômes. Puis, on va observer également un caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts. C'est le deuxième versant qu'on retrouve dans le TSA. Par exemple, enfin pas par exemple, mais dans ces manifestations-là, il peut y avoir un caractère stéréotypé ou répétitif des mouvements, de l'utilisation des objets ou du langage. Ça peut être des battements de main, des personnes qui peuvent faire des battements de main comme ça, des balancements, répétition de mots entendus. Il peut y avoir une intolérance au changement, une adhésion inflexible à des routines ou à des modes comportementaux verbaux ou non verbaux ritualisés. Dans cette intolérance au changement, c'est des personnes qui vont avoir un stress intense en cas d'imprévu. Par exemple, comme je vous le disais pour moi ce matin, mon trajet pour aller à mon travail, il a été modifié. Voilà, c'est des situations typiquement qui peuvent générer de la panique chez les personnes qui ont un trouble du stress de l'autisme. Du coup, ce qui signifie un besoin de prévisibilité extrême, une anxiété importante, voilà, comme je vous disais, face aux changements, même mineurs. Et du coup, c'est des personnes qui vont avoir des rituels personnalisés pour que les choses, elles soient toujours de la même manière. Dans les gestes, les horaires, les interactions. Par exemple, prendre son café toujours dans la même tasse, puis si la tasse elle est cassée ou introuvable, ça déstabilise pour la journée. Ça peut être aussi s'énerver fortement si un collègue demande de traiter un dossier imprévu à 10 heures alors que il fait toujours ses mails entre 10 heures et 11 heures. Voilà, c'est ce genre de choses. Quand on parle d'intolérance au changement, d'adhésion inflexible à des routines. Ça peut être également des activités et intérêts restreints et anormaux dans leur intensité ou leur but. Ça peut être des centres d'intérêt très spécifiques, envahissants pour, je sais pas, je vous donne des exemples, la météo, les horloges, les plans de métro, les dates. Et on va retrouver également une hyper-réactivité aux stimulations sensorielles. Ou des intérêts inhabituels pour les aspects sensoriels de l'environnement. Donc ça peut être une hypersensibilité au son, lumière, texture. D'ailleurs, je vous mets voilà. Dans ces troubles sensoriels, donc ça c'est une image qui est issue de Toujours Aspi Conseil. C'est pas du tout des images que j'ai fait moi et je me suis permise de les prendre sur ce site-là, donc c'est pour ça que je mets bien la référence où je vous invite à aller voir parce qu'il y a vraiment, c'est des belles ressources qui sont très bien faites. Ce qu'on va retrouver dans l'autisme,
de l'hypersensibilité et ou de l'hyposensibilité. Ça peut être à la fois de l'hypo et de l'hyper, et au sein d'un même sens ou suivant les sens. Donc hypersensibilité, ça peut être visuel, être gêné par la lumière, par les détails, auditive, mal supporter le bruit, des difficultés à dissocier les sons, olfactive, gustative, au niveau des douleurs, être très sensible aux douleurs, au niveau tactile, mal supporter les étiquettes, les vêtements de certaines matières, au niveau proprioceptif, adopter des positions étranges, s'asseoir en W, enfin avec les genoux en tailleur, quoi. Au niveau vestibulaire, mal supporter les trajets en voiture. Et puis, à l'inverse, on peut retrouver une hyposensibilité. Et donc, qui dit hyposensibilité, c'est que c'est des personnes qui vont aller rechercher des stimulations sensorielles. Hyposensibilité qui peut être visuelle, donc être à l'inverse attiré par des stimulus lumineux, fixe le soleil, les lampes. Au niveau auditif, des personnes qui vont crier beaucoup, aimer les sons répétitifs. Olfactif, rechercher des odeurs fortes. Gustatives, mettre des objets dans la bouche, dans les mains. Hein. Souvent, il y a des personnes qui ont des objets. Au niveau tactile, aimer la pression, les pressions, tendance à se faire mal. Proprioceptive, des personnes qui ont du mal à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Vestibulaire, dans l'hyposensibilité, ce qui fait que ça, des personnes qui vont aimer se balancer d'avant en arrière, tournoyer, par exemple. Dans le TSA, on a également il peut y avoir des déficits au niveau des fonctions exécutives qui vont se manifester de quelle manière dans le TSA, un peu de la même manière que dans le TDAH, des difficultés de planification, dans la résolution de problèmes, manque d'inhibition des détails, des difficultés d'organisation, de passer d'une chose à une autre. Pour initier également. Je vous ai mis, pareil, ce schéma-là qui est issu de Aspi Conseil et que je trouvais important, c'est que dans un environnement connu, il y a la mise en place de routines, aucun stress, voilà, et la personne, elle a besoin de ces routines. Et puis, quand il y a un petit changement face à un imprévu, une personne autiste, même si c'est une situation proche, elle va avoir du mal à extraire des données significatives du nouveau modèle. Je ne sais pas si vous voyez, mais finalement, là, le carnet, il est juste inversé. Et en fait, très vite, une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme va être déstabilisée. Et il n'y a pas d'abstraction pour chercher des solutions intuitives ou des modèles. Elle va être déstabilisée. Puis ça va être compliqué de mettre à jour le modèle. Et puis c'est là il y a de l'anxiété, de la panique. Et on doit faire, du coup, avec les difficultés exécutives de OK, comment je fais dans cette situation nouvelle où j'ai l'impression que je ne connais pas cette situation, sans essayer, sans arriver, c'est pas essayer, c'est parvenir à trouver des similarités dans d'autres situations que j'ai pu vivre pour arriver à m'en sortir. On va retrouver quelque chose qui est assez spécifique dans le trouble du spectre de l'autisme, c'est en lien avec la théorie de l'esprit. Donc, qu'est-ce que c'est que la théorie de l'esprit? Donc, je vous ai pris cette image sur le site Comprendre l'autisme, où il y a aussi plein de ressources très intéressantes. C'est la difficulté à se représenter les états mentaux d'autrui. C'est le fondement de la vie sociale, la théorie de l'esprit. C'est l'aptitude qu'on a à comprendre nos propres états mentaux et ceux des autres, à analyser notre comportement et celui des autres. C'est ce qui fait que je peux comprendre, prédire, anticiper les opinions, les pensées, les croyances, les émotions, les désirs, les intentions de quelqu'un, et qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre ou de moi. Et ça, c'est quelque chose qui est atteint dans le trouble du spectre de l'autisme. Sur l'image, on a mamie m'a obligée à manger des légumes, Burke, et puis voilà, une semaine après, mamie a déménagé très loin. Et puis, il y a ce personnage qui est triste, puis à côté, c'est « Ah, tu dois être content, elle ne te dira plus jamais de manger des légumes ». Là, c'est pour montrer cette difficulté à comprendre les intentions des autres, les émotions, à comprendre ça. Ce qui fait que les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, elles ont du mal à décoder, à anticiper ces états mentaux, aussi bien les leurs que ceux des autres. Au niveau de l'épidémiologie, donc effectivement, une personne sur 100 concernée par un TSA, qui va être 4 à 5 fois plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Et le diagnostic chez les femmes, il est souvent plus tardif ou
pas réalisé parce que les manifestations peuvent être moins visibles ou masquées. On va parler de camouflage. Dans la vie quotidienne, qu'est-ce que ça peut donner? Je vous ai mis quelques vignettes là. On a Lucie, 50 ans, documentaliste. Pour elle, les relations sociales sont éprouvantes. Elles sont ressenties comme floues, épuisantes, avec Lucie qui a un grand respect des règles, une difficulté face à l'ambiguïté, une passion pour la classification, la gestion de l'information. Tom, 32 ans, qui a fait des études d'ingénieur, mais qui en fait, il n'arrive pas à faire son travail d'ingénieur. C'est pas qu'il n'arrive pas en termes de compétences, il est tout à fait capable d'être ingénieur. Par contre, dans les tâches qui lui sont données, c'est trop flou. Et actuellement, il est livreur et pour lui, c'est plus tranquille parce que il y a plus de routine en fait. Donc pour lui, c'est difficulté dans les relations sociales. Surtout quand il s'agit de tolérer certains comportements de ses collègues. Il ne comprend pas toujours les consignes implicites, des conflits avec la hiérarchie, des anxiétés en cas d'imprévu. Non, voilà, là c'est typiquement un exemple de quelqu'un qui a un haut niveau d'études et qui pour autant n'arrive pas pour l'instant à travailler avec ce haut niveau d'études-là parce que il y a des difficultés relationnelles peut-être trop importantes et face aux imprévus ou aux tâches ambiguës qu'on lui donne, c'est pas si simple. Paul, 24 ans, technicien en laboratoire, en alternance pour l'instant, lui, c'est des difficultés dans les interactions sociales. Il ne comprend pas l'ironie, il ne comprend pas l'injustice. Il a besoin de routine et d'un environnement prévisible. Des difficultés à comprendre les intentions des autres et leurs émotions. Une hypersensibilité au bruit fort, au changement de température et une dysrégulation émotionnelle. Je n'ai pas parlé de la dysrégulation émotionnelle, mais on le retrouve bien évidemment également dans le TDAH. Je fais un petit focus sur les compensations. Dans le TSA, et ça c'est une image qui est issue du site igor-.com qui est docteur et qui a plein de ressources également sur son site. Donc c'est les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, elles ont des motivations, c'est-à-dire qu'elles ont envie parfois de nouer des relations, de se fondre dans la masse et donc vont essayer de camoufler et de dissimuler. Je me cache derrière les gens je me cache derrière ce que les gens veulent voir. J'essaye de compenser de manière superficielle dans les communications. J'essaye d'accommoder, de l'accommodation. Je compose avec mon autisme. Et tout ça, dans les conséquences, c'est l'épuisement. C'est des personnes qui vont stresser, qui vont craquer. Puis il y a vraiment cette double peine. Mieux je camoufle, plus je m'épuise. Mais mieux je me camoufle, moins je suis considérée comme vraiment autiste. Et souvent, du coup, conduit à un égarement. Je ne suis pas moi-même. Une autre image que je trouvais intéressante pour comprendre ce camouflage, ces compensations, qui est issue du site Comprendre l'autisme, pour montrer que c'est, pour essayer de faire comme si tout allait bien, tout ce que ça en coûte pour ça. Encore tout ça à faire, je ne vais jamais y arriver, moi non plus, ça me coûte trop d'énergie. Donc la fatigue, elle est inhérente au TSA. C'est vraiment un travail de, comment dire, être sans cesse assailli d'informations sensorielles, avec un filtrage d'informations qui n'est pas automatique, ce pilage automatique qui est parfois dysfonctionnel ou qui nécessite toujours de faire face, des difficultés face au changement, à l'incertitude, comprendre les codes sociaux, comment interpréter ce que la personne est en train de dire, que lui répondre et que ce soit adapté au contenu de ses paroles socialement et socialement acceptable, quand intervenir dans un groupe de parole qui discute, comment mettre fin à une conversation dans les interactions avec les autres. Tout ça fait que c'est souvent un épuisement, voire même un effondrement dans certains cas. Donc la fatigue, elle est vraiment inhérente dans le trouble du stress, du spectre de l'autisme. Pardon.
J'ai remis brièvement dans les conséquences. Là également, on a des comorbidités fréquentes. 80% ont aussi un trouble psychiatrique qui peut être un trouble anxieux, un trouble de l'humeur, le TDAH, des troubles obsessionnels compulsifs, des troubles du sommeil. Et puis on va retrouver aussi des conséquences sociales, qui peuvent être un isolement social, une insertion scolaire et professionnelle difficile, cette suradaptation, un camouflage social, une atteinte de l'estime de soi et des problèmes relationnels si les rigidités sont mal comprises. Encore une fois, ce sont que des exemples de conséquences, il y en a bien plus que ça, évidemment. Et donc, effectivement, on va avoir un chevauchement très important entre les symptômes du TDAH et du TSA. Tout ce que j'ai mis ici au centre sont des symptômes qu'on va retrouver pour les deux diagnostics. Et en plus de ça, on a bien souvent, il y a la possibilité d'avoir les deux diagnostics ensemble. Les taux de personnes il y a une intrication très importante entre le trouble du spectre de l'autisme et le TDAH, avec des signes qui vont être similaires pour les deux troubles et un double diagnostic qui est possible. Le taux de personnes avec TDAH dans la population des personnes qui ont du trouble du spectre de l'autisme, c'est de 17 à 83%. On a 20 à 50% des personnes avec un TDAH qui remplissent les critères diagnostiques d'un TSA. Et 30 à 80% des personnes avec TSA qui remplissent les critères diagnostiques d'un TDAH. Donc il y a vraiment des chevauchements entre ces deux troubles neurodéveloppementaux. Je voulais vous montrer le témoignage d'une jeune femme qui a 27 ans, qui est porteuse d'un TDAH et d'un TSA et qui présente elle aussi un haut potentiel intellectuel. Donc ce n'est pas un diagnostic, le haut potentiel intellectuel, c'est juste que significativement, par rapport à la moyenne de la population générale, elle présente une efficience intellectuelle supérieure à la moyenne. Et c'est ce qui lui permet aussi d'adapter, de compenser aussi bien. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, elle n'a pas un retentissement important dans sa vie quotidienne. Donc, j'espère qu'au niveau du son, que tout va bien se passer. Ça dure quelques minutes. Je ne sais pas si le son a bien été mis à... Et on entend très très bien. Du coup, j'ai l'impression que le son n'est pas très fort. Là, moi, j'ai mis au max de mon côté. Je ne sais pas si... C'est tout bon, ça fonctionne, Mathilde. Juste chacun peut augmenter le son sur son ordinateur. Ok. Et tendez l'oreille. On essaye. Je vois qu'au niveau du son, c'est compliqué. Est-ce que je peux partager le fichier via... j'ai besoin de l'avis peut-être d'Isabelle de me dire si je continue comme ça, en laissant le son comme ça, avec certains qui entendent, d'autres moins, ou si on essaye une autre manière. On peut partager si elle ouais. Oui, on peut partager. Après, j'étais plus inquiète sur le timing, je regardais. Il est 10h10. Okay. Si on veut se réserver un petit temps de questions, parce qu'il y a certaines personnes qui entendent. Donc, je ne sais pas. Si vous...
Après, Allez. ça veut dire qu'il faut qu'on arrête le partage. Je propose qu'on poursuive Ouais, comme on ça, va et puis poursuivre. il y aura la vidéo témoignage dans le replay pour que chacun puisse, et puis que chacun Mm. puisse augmenter personnellement le son sur son ordinateur. Ok. Allez, c'est parti. Je continue, du coup, je remets un petit peu en arrière. Poursuis un petit peu. Simplement, ce que je voulais vous montrer à travers ce témoignage, c'est vraiment ce côté pas linéaire. C'est-à-dire que on va retrouver des périodes où les choses, elles roulent, parce que c'est la routine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de stress. Et d'autres périodes où il y a trop de choses à faire en même temps, il y a trop d'interactions sociales, et où là, c'est plutôt l'effondrement, avec des manifestations assez importantes, hein, comme ce qui peuvent aller jusqu'à des attaques de panique, où pendant 3 jours, Alexia elle va rester dans son lit, c'est assez invalidant pour elle, où on a vraiment cet écart entre des périodes où ça fonctionne, et puis des périodes où ça ne fonctionne pas parce que trop de choses, parce que trop de stress, parce que difficultés dans les interactions sociales.
Par rapport à... En fait, j'aimerais avancer un petit peu sur les compensations. Je vois l'heure passer et j'avance un petit peu. OK ? Dans ces adaptations, compensations, gardez en tête qu'elles sont spécifiques, individuelles. C'est important d'écouter les besoins individuels. On ne peut pas dire il y a telle compensation pour des personnes qui ont un TDAH, telle compensation pour des personnes qui ont un TSA. Non, ça va être variable suivant les personnes, selon leurs difficultés. Globalement, ce qui peut rester valable, c'est clarifier les consignes, les attentes, aménager le temps de travail, adapter l'environnement physique, permettre des stratégies de compensation, reconnaître et valoriser les compétences spécifiques. Puis après, plus globalement, si on va à l'intérieur, c'est OK. Par rapport aux ressources attentionnelles, quelqu'un qui va avoir des difficultés au niveau attentionnel, quel que soit son trouble neurodéveloppemental, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut éviter les open space, avoir plutôt un bureau individuel, des casques anti-bruit, des bouchons auriculaires, éloigner les sources de distraction de l'environnement, qu'elles soient sonores, visuelles ou autres, qu'il y ait des petites pauses fréquentes et programmées, adapter le rythme de travail, qu'il y ait des temps dédiés à des tâches. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est qu'on n'est pas en même temps le secrétariat, la tâche à faire, parce que à chaque fois qu'on doit sortir de la tâche pour y revenir, ça va être compliqué. Donc un temps dédié à je regarde mes mails de telle heure à telle heure, un temps dédié pour une permanence téléphonique, un temps dédié pour la rédaction de compte rendu, mais faire tout à la fois. Pour des personnes qui vont avoir des ressources attentionnelles moindres, ça va être compliqué. Ça peut être des horaires adaptés, le télétravail, utiliser des sons pour se rappeler ce qu'on a à faire, hein, si la personne parfois elle est happée par quelque chose ou si elle a tendance à oublier, des réunions en tête-à-tête plutôt qu'en grand nombre et renforcer la motivation. Pourquoi renforcer la motivation ? Parce qu'on sait que la motivation, elle joue un rôle important. Quand la difficulté est importante, la motivation est faible, mais quand la récompense est faible, la motivation l'est aussi. Et on sait que le manque de motivation freine l'action, ce qui empêche d'accomplir une tâche et d'obtenir une récompense. Donc, pour renforcer la motivation, on peut fractionner la tâche autant que possible, réduire la durée, se lancer des défis, privilégier des tâches réalistes qui ont plus de chances d'être atteintes, utiliser un chronomètre pour délimiter la durée de l'effort en incluant des pauses, s'encourager, etc. Par rapport aux fonctions exécutives, comment on peut adapter, compenser, se donner un but concret, visualiser, écrire les tâches à accomplir, anticiper les événements et les tâches, fractionner, utiliser un agenda avec un rappel, qui a un espace de travail très visible et stable et une organisation très stable des horaires et des tâches. Donc encore une fois, ce sont des exemples. Ça ne va pas être valable pour toutes les personnes, mais on est là sur des exemples. Pour la sphère sociale, clarifier les consignes et les attentes, que celles-ci soient explicites, qu'on ne soit pas en train de dire une consigne explicite, c'est je ne vais pas trouver un exemple là comme ça rapidement, mais qu'on ne soit pas dans l'implicite. Si besoin, limiter les interactions sociales et éviter les contacts sociaux forcés. Privilégier la communication écrite pour certaines personnes, que les tâches soient clairement définies, que la personne, elle sache qu'elle doit faire. Je pense à Alexia, on ne l'entend pas bien, peut-être que vous ne l'avez pas bien entendu, mais elle explique que son deuxième stage qu'elle a fait, elle a fait des stages là, elle est encore en formation. En fait, on ne lui a pas dit clairement ce qu'elle devait faire. C'était ultra éprouvant pour elle parce que elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Et c'est compliqué pour elle de prendre des initiatives et du coup, ça a été très anxiogène. Et on peut aussi éviter des fonctions d'accueil aussi, s'il y a besoin de limiter la sphère sociale. Par rapport à la sensorialité, pour l'hypersensorialité, pouvoir moduler les sources sensorielles, et par rapport à l'hyposensorialité, donner du sensoriel régulièrement, notamment avant le travail pour augmenter la concentration et diminuer la recherche sensorielle. Au niveau de la fatigue, meilleure répartition des ressources, parfois des arrêts de travail. Il y a des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, parfois un arrêt de travail de 2-3 jours, ça va permettre de recharger les batteries, de pouvoir repartir après. Des adaptations dans l'environnement, des temps de pause, des consignes explicites, des aménagements de l'emploi du temps en fonction des pics d'énergie, et du respect du temps calme pendant les pauses par les autres, etc. etc.
Je vous ai mis, pareil, ça vient de Aspi Conseil, des exemples de structuration possible au niveau de l'environnement, pour que ça soit un peu plus parlant, par exemple de cette manière-là, mais ça peut être aussi de cette manière-là. Et ça va être variable selon les personnes. C'est vraiment important de garder en tête que c'est variable selon les personnes. Et bien évidemment, tout ce qui est, plus les personnes seront informées au sein d'une entreprise, mieux ce sera. Donc c'est sûr que c'est important que les personnes elles soient informées des difficultés. Mais gardez en tête que chacun, ça sera des difficultés spécifiques, propres à chacun. J'ai vu passer tout à l'heure une question sur est-ce que le haut potentiel est un trouble neurodéveloppemental? Non, le haut potentiel, ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas une maladie, c'est juste une particularité cérébrale. Haut potentiel intellectuel, ça veut simplement dire que de manière significative par rapport à la population moyenne, significativement, il y a un écart sur les résultats à la Weiss, au test de QI, où l'écart est significatif. Significativement supérieur. C'est ça que ça veut dire haut potentiel. Ce n'est pas, c'est pas une maladie. Les personnes qui ont un haut potentiel, la plupart du temps, en fait, elles s'adaptent bien, elles s'adaptent mieux. Mais effectivement, c'est des personnes qui peuvent se sentir un peu différents parce que leur fonctionnement intellectuel, il n'est pas le même que la moyenne de la population normale, générale, pardon, quand je dis la moyenne de la population générale. Je suis passée vite sur les adaptations, je vois l'heure passer. C'est un temps super court et c'est un sujet vaste. J'ai l'impression d'avoir balayé très très vite. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, alors on va faire très vite. Une question, comment en qualité de parent, manager, collègue, aider la personne ayant un TSA sur ce décodage justement des états mentaux de l'entourage que vous abordiez? Comment aider à comprendre, à accepter? C'est vraiment en donnant l'information, dans la communication, que les informations soient explicites, de dire les choses et puis de communiquer, pouvoir dire, en fait, là, voilà comment je me sens. Enfin, nous, on a ce décodage qui est un peu plus simple, qui est plus facile, plus automatique. Quand je dis nous, les personnes qui ont un TSA, donc comment on peut aider la personne à décrypter en communiquant plus sur ce qui se passe en soi et en communiquant, vraiment. Et puis avoir plutôt un langage explicite, plutôt que de dire à l'autre, j'essaye de trouver un exemple de oh là là, j'ai trop de travail, sous-entendu, j'aimerais bien que tu en fasses. Là, ça c'est implicite, c'est de pouvoir dire, est-ce que tu pourrais faire cette tâche? Là, on est dans quelque chose d'explicite. C'est un exemple. Une question, si la personne a du mal à identifier des adaptations, compensations, est-ce qu'on peut lui en proposer au risque que ça perturbe la linéarité, du fonctionnement habituel? On peut proposer. Et il y a des personnes qui seront en mesure de tester et puis de voir si ça fonctionne. Il n'y a pas, voilà, je trouve que ça peut être intéressant de proposer, oui. Question, puis une réflexion en même temps. Comment peut-on faire la différence entre un vrai diagnostic de TSA et des traits de caractère personnels, car finalement, nous sommes potentiellement tous autistes, selon les exemples cités? Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai balayé rapidement sur la question des diagnostics, mais dans les diagnostics, on va tous se retrouver un petit peu dans ce que j'ai évoqué, bien sûr. Mais la question, dans les diagnostics, il y a un certain nombre de critères qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en place un diagnostic. Donc là, je vous ai mis les symptômes, mais il faut pouvoir avoir un certain nombre de critères, qu'il y a un retentissement dans la vie quotidienne. De temps en temps, il m'arrive de ne pas comprendre les messages implicites de mes collègues. Pour autant, moi, je n'ai pas de retentissement dans ma vie quotidienne. Je ne crois pas que socialement, j'ai des difficultés majeures qui font que. Donc, c'est vraiment ce retentissement dans la vie quotidienne qui va permettre. Et je dirais qu'il y a, voilà, on ne va pas parler de vrai diagnostic ou de faux diagnostic. Enfin, à partir du moment où il y a un retentissement dans la vie quotidienne et qu'une personne a eu un diagnostic, c'est à prendre en compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Isabelle, ton micro est coupé. Oui, il y a une diapo sur les ressources, Mathilde. Il nous reste 4 minutes. Donc, est-ce que vous voulez passer
sur les ressources. Alors, du coup, je l'ai mise à l'écran, Dernière... mais j'ai toujours pas compris si c'est moi qui mettais les choses à l'écran ou pas. Non, c'est moi. Ok, d'accord. Bon, du coup, oui, bien sûr, moi, je l'avais déjà mise à l'écran, sur mon écran, mais voilà. Et effectivement, toutes ces ressources-là, alors il y en a bien sûr d'autres. Ça va des blogs au site internet. Programme Aspi Friendly, on est sur un ensemble de vidéos qui ont été faites dans le cadre de l'Université de Clermont-Auvergne qui sont super intéressantes sur l'autisme. Vous avez des MOOC également pour aller un peu plus loin, que ce soit sur le TSA, le TDAH, qui sont gratuits. Et puis voilà, le manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention, super bien fait aussi, pour mieux comprendre et puis peut-être voilà, essayer de mieux comprendre. Et puis c'est souvent des guides d'auto-soin aussi, là, en ce qui concerne ce manuel-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Dernière question. Alors, il y a eu des questions. Peut-être nous l'envoyer. J'ai lu la partie qui m'intéressait parce que je connaissais. J'entends. La dernière question là qu'on a, conseil pour les personnes qui souhaiteraient avoir un diagnostic TDAH ou TSA. Pour la question des diagnostics, c'est un parcours de soins vous pouvez les orienter vers des centres experts, enfin des centres ressources. Sur Chambéry, on a à l'hôpital de Bassin. Alors, il y a l'EMAS, je ne sais plus si c'est exactement peut-être ça a changé récemment, qui peuvent aller vers une démarche diagnostique, mais c'est avant tout un psychiatre. Un psychiatre associé à d'autres professionnels qui vont pouvoir poser un diagnostic. Une question de Mireille. J'ai une personne que je suis qui me dit que son TSA a un effet inhibiteur. Ah mince, je ne vois pas la fin. Pardon, j'ai perdu la question. Inhibiteur sur son TDAH. Merci. Oui, c'est possible. Enfin, du coup, je ne sais pas quelle était la question, ou si c'était juste une remarque, mais oui, c'est possible. Parfois, le TDAH le TSA peut être masqué par le TDAH. Parfois, peut-être qu'effectivement, le TSA va avoir un effet inhibiteur sur peut-être l'agitation, etc. Oui, c'est possible. C'est variable d'une personne à une autre. Très bien. Alors, excusez-moi, mais du coup, j'ai un petit bug. Oui, pouvoir aider. Non, comment faire quand son collaborateur refuse de faire tester son TSA et du coup, pour pouvoir l'aider, en fait, et l'orienter vers le médecin du travail? On ne peut jamais forcer quelqu'un à aller faire un diagnostic. Donc, on peut juste peut-être être plus dans l'acceptation, de commencer pour la personne et puis de voir comment on peut soi-même peut-être donner plus d'informations explicites, tenir compte de ses particularités sensorielles s'il y en a. Mais on peut juste proposer, informer, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à faire une démarche diagnostique si elle n'en a pas envie. Merci. Du coup, il est 10h30. Isabelle, votre micro est coupé. Oui, je dis il est 10h30 si Amandine veut conclure. Alors, très rapidement, un grand merci Mathilde Régnier, c'était très intéressant et je suppose que tout le monde partage cet avis. On a beaucoup d'avis comme ça dans le chat. Je vous envoie à l'instant, j'ai copié un lien pour connaître votre degré de satisfaction. C'est important pour nous, ça nous permet d'orienter un peu nos actions et de savoir comment on peut continuer l'année prochaine à répondre à vos demandes. Donc si vous avez la possibilité, il n'y a que 2 questions, de cliquer très rapidement sur le lien que je viens de mettre dans le chat. Nous vous remercions. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à notre intervenante et très bonne journée. Merci, bonne fin de journée.